Bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui à cette conférence Repenser le travail avec et pour les personnes handicapées. Je me présente Sophie Ferguson, deuxième vice-présidente au SPGQ, responsable des dossiers sociopolitiques. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette conférence. Cette conférence, elle est présentée en collaboration avec la Caisse d'administration et des services publics. Vous voyez leur logo à l'écran, c'est notre partenaire. Et la conférence vise à faire connaître les réalités vécues par les personnes handicapées dans le monde du travail. Les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être le capacitisme dans les milieux professionnels, le manque d'accès à l'emploi pour les personnes handicapées, les différences de perception entre les personnes handicapées et les personnes en situation de handicap, et la réalité quotidienne des handicaps invisibles, la routine matinale au retour au travail. Je vous présente les deux personnes conférencières. Vous les voyez à l'écran. Monsieur Steven Laperrière, qui est directeur général du regroupement des activités pour l'inclusion au Québec, le RAPLIC. Il accompagne et assiste des personnes ayant subi de la discrimination avec leur plainte devant les commissions des droits de la personne au provincial et au fédéral. Sa philosophie, ne plus accepter l'inacceptable. Je vous présente aussi Madame Linda Gauthier, cofondatrice, consultante principale et porte-parole du RAPLIC. Elle assiste également les personnes ayant des limitations fonctionnelles victimes de situations discriminatoires, voire criminelles, en rédigeant leurs plaintes et en les assistant devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou la Commission canadienne des droits de la personne, en médiation, en enquête devant le tribunal. Elle les accompagne jusqu'à la fermeture du dossier. Elle siège sur les comités consultatifs de la Régie du bâtiment du Québec, la RBQ, et de l'Office de transport du Canada, l'OTC. Elle est aussi membre du comité consultatif du Réseau pour la paix et l'harmonie sociale. En matière de discrimination, elle s'intéresse beaucoup aux divers systèmes d'oppression tels que le racisme, le sexisme et particulièrement le capacitisme. Et l'intersectionnalité est également une de ses grandes préoccupations. Nous avons deux personnes très qualifiées, vous comprendrez, avec nous ce midi. Je leur cède maintenant la parole pour la conférence. Bonne conférence tout le monde. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Linda, je te laisserai la parole peut-être pour décrire un peu le réplique, là, même si on a fait une belle introduction, mais on peut y aller un peu plus que ça. Oui, bien, pour juste faire du pouce sur ce que vous disiez, madame, c'est que c'est le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec et non pas des activités pour l'inclusion au Québec. C'est le terme activiste dans le sens de nous sommes dans l'action. C'est pas un terme anarchiste, là, pas du tout. Quoique des fois, ça nous tenterait pratiquement sur le terrain de l'être. Alors oui, je suis maintenant conseillère principale en fait au RAPLIC, fière de l'être. Et puis, en fait, je ne suis pas prête à lâcher le flambeau parce que malheureusement, plus ça va et plus il y en a du capacitisme. Merci. Ouais, le réplique, c'est notre mission, c'est d'accompagner et d'assister les personnes handicapées lorsqu'elles sont victimes de discrimination, avec un volet de promotion des droits des personnes handicapées et aussi de faire différentes revendications à tous les niveaux de gouvernement, là, autant fédéral, municipal que provincial, afin d'assister et d'aider et mettre fin à la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées au quotidien. On l'oublie trop souvent. Alors, c'est bien que ce webinaire-là tombe aujourd'hui, le 3 décembre, qui est la Journée internationale des personnes handicapées. Les droits des personnes handicapées sont mis à mal plus que jamais depuis notamment la dernière année dans à peu près tous les secteurs, que ce soit en transport, que ce soit en soins et services à domicile, que ce soit en termes de répit. Que ce soit en termes d'éducation. De plus en plus, malheureusement, les effets se font sentir là, assez fortement. Je siège sur le comité consultatif des élèves HDA, des élèves handicapés à besoins particuliers du Centre de services scolaires de Montréal. Et c'est une démolition, carrément. Je pense que le terme n'est pas trop fort. Alors, on est content que ça tombe aujourd'hui. Et c'est toujours une occasion de parler aussi, le thème qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est beaucoup l'intégration à l'emploi. Alors, comme c'est une journée de rappel plutôt qu'une journée de célébration pour nous, et la seule célébration qu'on peut avoir, c'est d'avoir l'opportunité d'en parler avec vous dans un dialogue franc et mobilisateur. Linda, je ne sais pas si tu as le PowerPoint devant toi. Oui, oui. OK. Donc, peut-être y aller avec le contexte. Oui. Ben, écoute, c'est ça, le webinaire, en fait, on l'a dit.
Le contexte, moi, je ne peux pas l'avancer, là. Si je le prends. OK. Ben, le contexte. Correct. Alors, oui, j'y vais. OK. Alors, la discrimination qui est persistante, malheureusement, on croyait à tort que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a fait une étude sur les 2 dernières années. Ce n'est pas les 3 dernières années. En fait, en milieu de travail, la discrimination à l'embauche pour les personnes handicapées, au même titre qu'elle l'avait fait auparavant pour les personnes racisées. Et puis, le taux est impressionnant. Le taux de non-embauche, en fait, est de 13 ou 14 %. C'est très, très, très élevé. Bien souvent, on favorise une personne qui est handicapée parce que son CV est quand même assez éloquent. Et puis quand on la voit, ou quand on sait, parce qu'elle n'a pas nécessairement mis dans son CV le fait qu'elle était handicapée, à ce moment-là, on trouve une façon ou puis il y avait un CV qui était entré avant, ou qu'il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une raison qui fait en sorte que c'est pas ça. Avant, on avait pendant la pandémie, ce qui a eu de bon, c'est que ça a apporté plein d'enjeux. C'était épouvantable, on le sait. Mais ça a apporté quelque chose de bien, le fait que le télétravail a été de plus en plus éloquent, finalement. Et puis, ça a fait en sorte que, ça ouvrait des portes. On croyait que ça ouvrait des portes aux personnes handicapées, mais à tort. On a cru ça à tort parce que ça n'a pas changé grand-chose. Pour certains, oui, mais pour d'autres, non. Alors, il y a des obstacles qui sont systémiques, évidemment, qui persistent. De nouveaux bâtiments qui sont construits n'étant pas accessibles. Le code de construction qui est bien, bien minimaliste, malheureusement. Et puis, qui fait en sorte que c'est des endroits où les personnes handicapées ne peuvent pas travailler. Et puis, le marché du travail qui a été pensé sans les personnes handicapées. On est de plus en plus appelés à donner des formations dans des arrondissements, des municipalités, des corps policiers, tout ça. Mais on voit qu'il y a un manque énorme. Voilà. Steven? Alors, pour faire un peu de pouce là-dessus, on parle beaucoup de capacitisme en emploi. Et pour vous donner un exemple, dans un emploi qui est un peu plus manuel, là, un peu sur une ligne de production, comme on pourrait dire, une personne handicapée en fauteuil qui s'est fait demander lors d'une entrevue une question qu'on n'aurait jamais posée à quelqu'un qui n'a pas de handicap, mais là, combien de fois par jour vous allez aux toilettes? La seule réponse que la personne a donnée, à peu près comme tout le monde. Là, il n'y a pas tellement de différence parce que je suis handicapé. Là. Donc, le capacitisme, là, ça va jusque-là, ça va lors de l'embauche. On a souvent tendance à. Si on recule il y a quelques années, on demandait à une femme avant d'être employée, à une jeune femme, est-ce que vous avez l'intention d'avoir des enfants dans le futur? Maintenant, on ne demande plus ces questions-là. Et pourquoi alors est-ce qu'on tolère qu'on pose des questions très, très, très intimes, invasives à des personnes handicapées, basées sur le fait seulement que ce sont des personnes handicapées? Il reste encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là et souvent, ça commence à l'embauche. Comme Linda le disait, on a vu souvent des personnes qualifiées pour différents postes qui ont fait des applications pour un poste et qui ont été sollicités à une entrevue. Et tout de suite, quand l'employeur a vu que la personne était en fauteuil roulant, euh, c'était clair que la personne n'aurait pas le travail. Il y a aussi toute la partie des handicaps non visibles, on en parlera un petit peu plus loin, mais souvent, les employeurs sous-estiment le devoir qu'ils ont de donner une chance égale à tout le monde parce que
un des grands principes là, de liberté et d'égalité, puis c'est prescrit par les différentes chartes, c'est que tout le monde doit avoir une chance égale de réussir. Et ce n'est pas à cause que tu as un handicap que tu n'es pas capable de réussir certains emplois. Euh, c'est sûr que si une personne en fauteuil roulant fait une application pour être pompier, ben c'est sûr que ça risque d'être difficile, mais il y a des postes de tâches connexes qui peuvent s'appliquer aussi, là. Alors, il faut penser à ça. Donc, les accommodements sont généralement refusés. Et il y a peut-être parmi vous qu'il y en a qui savent, mais tu sais, il y a les principes de chèque de CIT, intégration au travail, contrat d'intégration au travail. C'est un beau principe qui compense en partie l'employeur pour un certain manque de productivité là, des employés. Mais ceci dit, quand l'entente se termine, qu'est-ce qui arrive avec l'employé? Et est-ce que ça le maintient réellement au travail? Il n'y a rien qui indique ça. Et est-ce que cet employé a des chances de promotion? Il n'y a rien qui indique ça non plus. Et il y a plein, vous le savez certainement, il y a plein de préjugés à l'attention envers les personnes handicapées. Je le dis souvent un peu à la blague, mais quand même pas tant que ça. La prochaine fois que vous irez dans un centre d'achat, si vous voyez une personne qui circule en fauteuil, si on le voit moins souvent qu'avant, on le voit encore parfois, les gens vont faire des grands détours pour être sûr de pas être proche d'eux. Puis, comme je disais à la blague, il ne faut pas leur toucher, tout d'un coup, qu'on pognerait leur maladie. Hein? Il y a encore ce contexte-là, puis on l'a vécu aussi dans les cliniques de mammographie où ben là, si la personne est seule, ben là, il faut qu'on y touche. Wesh, c'est donc bien pas le fun. Puis si la madame a un problème de tonus ou qu'elle bave un petit peu, elle dit, ah, mon Dieu, on ne va pas y toucher, il faut qu'elle soit accompagnée. Là. Tu sais? Alors, ça, c'est des choses qu'on le voit moins souvent, mais ça arrive encore beaucoup trop fréquemment. On a fait quelques études sur des cliniques de mammographie et croyez-moi, il reste encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour que toutes les femmes, incluant les femmes handicapées, puissent avoir accès aux cliniques de mammographie. Donc, si on reste dans le domaine de l'obstacle à l'emploi, bon, on va se dire tout de suite, là, des personnes handicapées, en grande partie, vivent sous le seuil ou très près du seuil de la pauvreté. Une grande partie parce que les emplois sont précaires, parce que les environnements de travail sont très peu inclusifs et que les accommodements sont insuffisants. On va penser à une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme. Ben, si on veut vraiment se donner une chance si on veut vraiment lui donner une chance de réussir, ben, il faut peut-être la placer dans un endroit où il y a moins de circulation, où c'est plus tranquille, où la concentration est plus facile avec peut-être une lumière moins agressive. Euh, donc, ces genres d'accommodements, il faut penser parce qu'on pense souvent à l'accommodement physique pour les personnes qui sont en fauteuil ou qui ont des problèmes de mobilité. Il y a tous les aspects d'handicap invisible. Ça peut être une basse vision, ça peut être une basse audition, ça peut être un trouble du spectre de l'autisme ou une légère déficience intellectuelle. Alors, il faut penser à ça aussi. Puis, en exemple, tu sais, on voit des fois des gens qui ont un handicap invisible ils ne se mêlent pas facilement aux gens. Ils ne vont pas être très, très, très sociaux, sans être bêtes, mais ils ne vont pas facilement se mêler aux autres. Puis, on a tendance à les catégoriser comme, ben, lui, là, il ne se mêle pas de personne, il ne veut rien savoir, puis on le laisse un peu de côté. Mais il faudrait peut-être pousser la réflexion un petit peu plus loin parce que c'est peut-être dû à un léger trouble du spectre de l'autisme, puis que la personne ne l'a pas déclaré, puis n'est pas à l'aise de le déclarer aussi. Ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on pense. Linda, je te laisserai aller avec personne handicapée versus personne en situation de handicap, la position qu'on a prise là-dessus, parce qu'il y a toujours un débat sur cette question-là. Oui, en fait, une minute, là, je cherche mon inclusif. Oui, c'est ça. En fait, c'est parce que nous, on a pris une position pour parler des personnes handicapées en tant que telles, parce que la situation de handicap, ça peut revenir, exemple, quelqu'un qui n'a pas de limitation en tant que tel peut se blesser, avoir un accident de ski. Souvent, je donne cet exemple-là.
Et puis, le fait qu'elle soit, exemple, momentanément en fauteuil roulant ou en béquille, ou qu'elle utilise une canne devant une marche, elle va être en situation de handicap. Elle ne pourra pas franchir cet obstacle-là. Fait qu'à ce moment-là, on parle d'une situation de handicap. Mais malheureusement, nous, en fauteuil roulant, ou c'est quelqu'un qui est aveugle ou qui utilise une marchette devant une marche, nous, on reste une personne handicapée. Alors, c'est ce qui fait la différence, en fait. Et puis, c'est pour ça qu'on a pris position pour dire que ce sont des personnes handicapées et les personnes en situation de handicap, mais c'est un handicap qui serait temporaire. Voilà. Je voudrais aussi. Pardon? Donc, j'allais juste ajouter que c'est un handicap qui est créé par la société, par le monde extérieur. C'est ça, exactement. J'avais oublié aussi de mentionner que, imaginez, on parlait tantôt de l'intersectionnalité. Imaginez une personne qui aurait, en plus de ça, qui vivrait, une personne racisée, ou une personne qui viendrait d'un autre pays, qui aurait une barrière linguistique. À ce moment-là, ça vient ajouter toujours au non-embauche de cette personne-là. Ça vient ajouter un fait. Et nonobstant, on se sent toujours. Il y a souvent ces gens-là qui ont des baccalauréats, des maîtrises, des doctorats. Ils vont rester souvent sur la tablette. C'est ça qui est malheureux aussi. Et puis, une autre chose que j'avais oublié de mentionner tantôt aussi, on sait que, autant pour les hommes que pour les femmes, il y en a qui ont des fuites urinaires. C'est des choses qui arrivent. Mais je ne sais pas pourquoi, ça se trouve être un stéréotype qui est vraiment mal pensé. Un stéréotype est généralement pas bien pensé, mais le fait est que c'est arrivé systématiquement qu'on demandait à la personne handicapée si elle utilisait une couche. Quand il y en a plusieurs qui vont utiliser des protections parce qu'ils ont des fuites urinaires sans être nécessairement handicapés en tant que tel. Alors voilà, c'est ce qui fait la grande différence. Un autre facteur aussi qui a fait que des gens handicapés n'ont pas été embauchés, c'est le transport adapté. Les aléas du transport adapté. On sait que le transport adapté vient avec son lot d'imperfections, même si c'est un service essentiel, puis à Montréal, ça va quand même pas si mal, mais il y a des régions où c'est plus compliqué et il suffit de 2 pouces de neige, puis le transport ne te prend pas ou est énormément en retard. Donc, l'employé arrive en retard même à Montréal, le transport adapté, il y a un jeu de 30 minutes. Il peut arriver 30 minutes plus tôt ou 30 minutes plus tard. Mais si ton transport adapté arrive 30 minutes plus tôt que prévu ou 20 minutes plus tôt que prévu, puis que le travail n'est pas terminé, puis que tu es en réunion, ben il faut que tu quittes quand même parce que sinon, tu n'as plus de transport. Là. Alors, c'est un des aléas qui fait que certains employeurs sont moins tolérants vers ça. Et comme Linda le disait, je veux juste renforcer ton point, c'est que si tu es une femme handicapée, noire, et que tu portes un hijab, écoute, ça va pas bien ton affaire. Là. Ça va pas bien ton affaire, puis c'est mauditement pas de ta faute. Là. Alors voilà là-dessus. Tantôt, on parlait des handicaps invisibles, puis on en a parlé un peu, les légers troubles de l'autisme, les troubles cognitifs, santé mentale, hypersensibilité chimique et environnementale, parce que de plus en plus, c'est une réalité. Des douleurs chroniques. Des douleurs chroniques, là, je ne sais pas s'il y en a peut-être parmi vous, mais quand tu as mal au genou, tu as mal au genou à tous les jours, là, ça fait mal longtemps. Ça devient pas nécessairement un handicap au même titre que quelqu'un qui est en fauteuil, mais ça demeure quand même handicapant dans une certaine mesure. Euh, la fatigue mentale, la charge de responsabilité, parce qu'on parle beaucoup des personnes handicapées. Mais j'y arrive dans l'autre point, la routine matinale, c'est qu'il y a des personnes aussi qui ne sont pas handicapées, mais qui s'occupent de personnes handicapées.
Et un exemple qu'on a connu, c'est une femme dont le mari était nouvellement handicapé suite à un accident. Bien, le temps que tous les services se mettent en place alentour de cette personne-là, les services de soins à domicile, de CLSC, puis tout ça, ça prend un certain temps. Fait que pendant quelques mois, la dame arrivait toujours en retard au boulot le matin, puis elle avait toujours la peur de ne pas vouloir mentionner que son mari était en situation de handicap, donc elle se faisait regarder croche un peu par ses collègues de travail, puis tout ça, puis personne ne comprenait pourquoi, puis elle ne voulait pas le dire. Alors, parce qu'il faut comprendre que quand tu es une personne handicapée ou que tu t'occupes d'une personne handicapée, que ce soit un adulte ou un enfant, la routine du matin est plus longue, là. Moi, personnellement, si je me lève en retard, là, je prends 5 minutes, je prends ma douche, je m'habille, puis je suis prêt à partir. Mais les personnes handicapées, c'est pas aussi simple que ça, la routine du matin, là. Puis Linda, peut-être tu pourras donner d'autres exemples si tu veux, mais ça prend plus de temps. Il faut s'assurer que la médication est là. Puis là, au malheur, si on tombe sur une journée qui ne fait pas beau ou qui neige, puis que ta préposé ne vient pas donner les médicaments à la personne dont tu as la charge, il faut que tu quittes ton travail pour aller donner les médicaments. Faut que tu t'assures que les prochains aidants soient là. Faut que tu t'assures que les appareils sont en ordre de bonne marche, que les médicaments soient pris, comme je le disais. Et tout ça, c'est des facteurs qui rajoutent à la charge mentale des personnes qui sont de facto proches aidantes. La charge mentale, la charge émotive aussi, parce que tu es toujours inquiet, tu es toujours, quand le téléphone sonne, tu sautes un peu parce que tu Caroline, y a-tu quelque chose? Fait que c'est toujours là dans ta tête, dans ton quotidien. Et c'est presque aussi handicapant que, en tout cas, c'est certainement au moins à tout le moins autant stressant et presque handicapant quand tu t'occupes d'une personne quand tu t'occupes, entre guillemets, quand tu as la charge d'une personne qui a des soins à recevoir. Et Linda, peut-être si tu veux développer un peu là-dessus. Oui, bien sûr. Moi, je suis chanceuse parce que mon aidant naturel, c'est mon mari. Sauf que là, dernièrement, il s'est blessé à une main. Fait que, tu sais, ça ajoute toujours parce que tu dis que, bon, là, présentement, son salaire n'est pas remplacé. Il est sur un chômage assurance-emploi. Et puis, bon, en fait, il serait coupé les sous que le gouvernement se trouve à lui donner s'il arrête de le faire, parce que là, il y a juste une main pour m'aider. On prendrait, c'est lui qui m'aide au transfert. Moi, je transférais mécaniquement parlant. Il y en a d'autres dans cette situation-là aussi. C'est quelque chose que le gouvernement accepte maintenant dans certaines situations, de favoriser quelqu'un de la famille aussi. Fait que c'est toujours je dirais une préoccupation, c'est constant tout le temps. Et puis, plus ça va avec les coupures, plus il y en a, ça devient pénible parce que ça devient une préoccupation, comme je dis, constante. C'est là constamment derrière la tête. Quand il sert de quoi que ce soit, un outil, un blender, tu te dis, voyons, il ne faudrait pas qu'il se blesse ou quelque chose. On ne peut pas penser à être aussi impulsif qu'on l'est en temps normal parce que lui, il sait qu'il y a quelqu'un à s'occuper, comme moi. Et puis, ben moi, je sais, bien que je sois en télétravail, quand même, il faut que je sois performante. Puis il ne faut pas que j'y en demande trop pendant qu'il est blessé non plus. Fait que c'est des exemples, puis il y en a d'autres qui sont dans cette situation-là. Alors, c'est ça. C'est vraiment pénible dans cette situation-là. Qu'est-ce que j'allais ajouter par rapport à ça? Ouais, on parle d'handicap invisible aussi. Je voudrais ajouter qu'il y a aussi les personnes qui ont des maladies de Crohn, qui est une maladie handicapante, sans être un handicap nécessairement reconnu par l'État. Mais on demande aux employeurs est-ce qu'ils soient conciliants à cet effet-là, parce qu'une personne qui a une maladie de Crohn va aller aux toilettes plus souvent, va rester peut-être plus longtemps. Ça n'en demeure pas moins qu'elle va performer plus. Je pense que l'accommodement raisonnable, c'est peut-être de lui offrir des plages horaires plus longues
au début, à la fin. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu par plusieurs plaignants, plaignantes qui se sont adressés à nous. Alors, plus ça va, plus il y en a. Des personnes qui sont atteintes d'apnée du sommeil aussi, qui bien souvent ont de la difficulté à dormir la nuit, le temps d'ajuster leur appareil. Parce que c'est un appareil que ça règle tout. Là, il y a une adaptation à tout ça. Fait que, je pense que c'est d'écouter l'employé ou l'employé en devenir et puis d'être capable de comprendre un petit peu sa réalité aussi. Voilà. Ben, c'est bien dit, puis tu y fais allusion, je parle de la prochaine diapo, retour au travail, ben, c'est un peu ça. Premièrement, quand tu as vécu toute ta vie avec des préjugés envers toi parce que tu es une personne handicapée, ben, quand tu réussis à décrocher un travail, ben, la pression de la performance est encore plus présente et plus stressante. Et c'est un autre facteur qui peut être handicapant. Puis là, vous me direz que ouais, la pression, la performance au travail, c'est un peu le lot de tout le monde, puis vous aurez bien raison. Mais quand tu es une personne handicapée, notre expérience nous dit que c'est une coche plus élevée qu'une autre personne. Puis la peur du jugement, je le mentionnais tantôt, si tu as un léger trouble de l'autisme, puis tu es capable de fonctionner, mais que tu ne l'as pas mentionné, puis tes collègues de travail ne le savent pas, ben s'il suffit d'une blague mal placée, d'un commentaire mal placé, d'un regard suite à un commentaire, tout ça, ça fait que la pression sur la personne handicapée est encore plus grande. Je ne le dirai jamais assez. C'est pas à cause qu'une personne semble peu sociable, puis on en a eu quelques cas comme ça de discrimination au milieu de travail. C'est pas à cause que la personne est moins sociale qu'elle ne souhaite pas s'intégrer aux autres, c'est juste qu'elle ne sait pas comment faire. Il faut essayer de faciliter la tâche. Et puis ça a beaucoup à voir avec les gestionnaires de ces personnes-là. Il faut savoir, puis même si on ne le sait pas, on ne peut pas prendre pour acquis qu'une personne n'est pas sociable. Il faut juste comme prendre une chance de prendre les devants, puis de voir comment ça va se passer, puis d'ouvrir la porte. Puis si on ouvre la porte, on peut être surpris du résultat que ça peut donner. On l'a vécu. Alors, puis évidemment, l'autre chose qui est importante, lorsqu'on a des personnes qui ont des problèmes de mobilité, qui utilisent un fauteuil roulant ou tout autre appareil d'aide au déplacement, ça prend un plan d'adaptation. Des bureaux d'une certaine hauteur. Avoir un ordinateur qui fonctionne avec les logiciels de lecture pour les non-voyants. Parce que tout ça, ça existe, là, puis ça aide toutes les personnes à être aussi performantes que n'importe qui. Ça va peut-être prendre 5 minutes de plus là, au besoin, mais il fonctionne quand même très bien et parfois mieux que des personnes qui ne sont pas handicapées. Alors, c'est diversité, équité et inclusion. Tout ça, ça fait partie de ça. Il faut donner une chance égale à tout le monde de réussir. Lorsqu'on parle de milieu inclusif, on en a parlé un peu par l'accommodement des postes de travail. Je vais te laisser aller, Linda, mais je veux juste dire avant que souvent, comme je le mentionnais tantôt, ça commence à l'embauche. Hein? Il ne faut pas poser des questions à des personnes handicapées qu'on ne poserait pas à quelqu'un d'autre qui n'est pas handicapé. Je parlais de l'exemple de femme enceinte. Excusez, je recommence. Je parlais de l'exemple où on posait la question à des jeunes femmes avant, est-ce que vous comptez avoir des enfants bientôt? Maintenant, on ne pose plus ça, ces questions-là. Donc, on ne devrait plus poser le genre de questions aux personnes handicapées. Combien de fois par jour allez-vous aux toilettes? Êtes-vous impacté par le transport adapté? Donc, tout ça, ça prend un questionnaire d'embauche qui est juste et équitable pour tout le monde. Et ça fait défaut actuellement. Et c'est une des raisons majeures qui fait que les personnes handicapées ont de la difficulté à trouver des emplois. Linda, je te laisserai aller avec le reste. Moi, je voudrais parler aussi du transport. La plupart des municipalités ont des transports adaptés. À Montréal, on a plus que ça. Évidemment, on a le métro,
Et on a aussi les autobus qui sont tous adaptés à niveau de rampe, là, de plancher à baisser et tout. Le métro de Montréal a 68 stations. Vous êtes au courant de ça. Il y en a seulement 31 qui sont adaptées par ascenseur, qui sont accessibles par ascenseur. Bon. Le fait est que la station où la personne va embarquer peut être accessible, mais la station où elle va débarquer ne le sera pas nécessairement, ou vice-versa. Encore là, il faut qu'il y ait un autobus qui connecte et tout. Donc, bien souvent, elle va devoir se rabattre sur le transport adapté qui, selon certains, est un accommodement raisonnable. Quelqu'un qui prend le transport adapté ne considère pas que c'est un accommodement raisonnable. Quelqu'un qui va prendre l'autobus régulier ou le métro de Montréal à l'heure de pointe va souvent se faire dire, ou va souvent se faire regarder de biais en se faisant dire, mais on sait qu'elle ne prend pas le transport adapté. Il faut le prendre pour savoir ce que c'est. Bien souvent, c'est en retard. OK, ça peut aller 30 minutes à ce qu'ils disent, ça ne devrait pas dépasser ça, mais c'est souvent plus pire que ça, surtout avec la circulation qui est très dense dans de grandes villes. Fait que c'est quelque chose à considérer aussi. Pas parce qu'on veut de traitement de faveur, on demande juste une écoute active et puis voilà. L'embauche adaptée, comme le disait Steven, c'est important, mais encore là, on ne faut pas demander là, il ne faut pas s'attendre à ce que la personne handicapée va vous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est clair que des fois, il y a un rehaussement de bureau, une souris ergonomique ou des choses comme ça, mais c'est jamais des adaptations qui sont plus, qui vont nécessiter des mesures là, vraiment là, drastiques ou quoi que ce soit. Ça prend des politiques évidemment anticapacitistes, une consultation active, et à savoir qu'est-ce que la personne a besoin. Je pense une formation de la majorité des employés à savoir comment interagir, c'est normalement avec ses collègues qui sont handicapés. Et puis, être capable de flexibilité. Voilà. Merci. Puis un rôle important, et c'est une des raisons pourquoi on est ici heureux là, de partager ça avec vous aujourd'hui, le rôle des organisations comme un syndicat. C'est un rôle essentiel parce que souvent les personnes qui ont un handicap, lorsqu'elles sentent que leur rôle est minimisé, qu'on ne leur donne pas l'espace dont elles ont besoin pour évoluer, puis avoir une chance de performer et d'avoir une chance d'avoir des promotions, ben votre rôle est essentiel là-dedans. Vous devez reconnaître ces situations-là. Les collègues, les délégués, syndicaux et tout ça doivent apprendre à reconnaître ces situations-là pour supporter les personnes qui ont un handicap. Parce que quand tu as un handicap, puis la même chose s'applique envers nous aussi, les organismes de défense de droits comme les nôtres, parce que quand les gens s'adressent à nous, c'est qu'ils ils ont souvent l'impression de faire face à une grosse machine que c'est David contre Goliath, puis ils viennent vers nous parce qu'ils savent, on sait comment faire les choses, on sait comment les aiguiller, on sait comment les appuyer, puis les accompagner, puis les référer vers vers les bons endroits aux besoins. Alors, les organismes comme les syndicats doivent jouer ce rôle-là aussi auprès des personnes handicapées. Puis je dirais même, je montrais ça, je montrais votre responsabilité d'une coche parce qu'on parlait tantôt des questions qu'on pose à l'embauche. Ben, je me demande jusqu'à quel point le syndicat ne pourrait pas valider lors des questionnaires d'embauche que c'est vraiment des questionnaires d'embauche équitables. Qui donnent une chance à tout le monde d'avoir un emploi, puis d'avoir
de voir est-ce qu'on est capable de faire des accommodements raisonnables, est-ce que c'est nécessaire pour embaucher la bonne personne qu'il nous faut, puis qu'on ne la refuse pas sous prétexte c'est une personne handicapée. Alors, votre rôle est vraiment important puisque ce webinaire que vous avez créé aujourd'hui, ben, c'est important dans ce sens-là. Il faut vraiment, l'équité, diversité, inclusion, c'est un slogan, là, mais c'est plus que ça. C'est la réalité au quotidien de milliers de nos concitoyens un peu partout au Québec qui vivent des situations discriminatoires, qui vivent avec le préjugé au quotidien. Et le syndicat a un rôle là-dedans pour protéger ses employeurs et pour protéger ses employés, pardon, et peut-être aussi même faciliter l'embauche de personnes handicapées à certains postes. Alors voilà pour ça. Donc, en guise de clôture, Linda, je te laisserai peut-être aller, puis je conclurai ensuite. C'est un mot de la fin à donner. Oui. Excuse-moi. Mais en fait, l'inclusion, c'est pas optionnel. C'est comme, on n'oserait pas ne pas embaucher une personne de couleur. On n'oserait pas ne pas embaucher une personne aînée de nos jours, hein? Surtout celle a les capacités, malgré que l'agisme existe aussi. Oserait-on embaucher une personne qu'on sait venant d'un groupe LGBTQ? Non. C'est pour ça que je dis que l'inclusion n'est pas optionnelle, au même titre qu'une personne handicapée. C'est clair que ça prend des adaptations que peut-être une personne de couleur ne demanderait pas, qu'une personne venant d'un groupe LGBTQ ne demanderait pas non plus, ou une personne aînée ne demanderait pas. Mais c'est des adaptations, comme je disais tantôt, minimes. On n'a pas à prouver notre valeur au-delà de ce que finalement les autres personnes qui n'ont pas de limitation auraient à prouver. On sait ce qu'on vaut, on vous demande d'y croire aussi. Ce qu'on vous apporte comme CV, comme résumé, c'est en fait tout ce qu'on a performé durant notre vie. Et puis autant au niveau académique qu'au niveau expérience sur le marché du travail et tout. Expérience de vie aussi. Alors, on vous remercie de bien vouloir contribuer à ce changement-là. Steven? En guise de conclusion, Linda, puis tu sais, c'est une réalité. On parle beaucoup on voit ça dans les médias tout le temps, les causes des personnes racisées, des personnes de couleur, de d'autres origines ethniques. On voit souvent des dossiers qui concernent la communauté gay, at large, LGBTQ++, et tout ça, puis c'est important, là. Puis on parle beaucoup d'itinérance aussi de plus en plus, puis tout ça, c'est important. Puis souvent, quand je vais dire ce que je m'apprête à dire, c'est qu'on m'accuse de vouloir casser du sucre sur le dos des autres communautés qui sont victimes de discrimination, mais pourtant, ce n'est pas le cas. Ce que je n'accepte pas, c'est que ces communautés-là, ben, ça fait vendre, c'est sexy, tout le monde prend ça en pitié quand ça va pas bien, puis donne des sous en masse quand c'est nécessaire. Puis c'est correct aussi, là. J'ai pas de souci avec ça. Ce sont tous des situations discriminatoires qui nous concernent tous en tant que société. Ce que je dis, par contre, c'est que les personnes handicapées, la communauté des personnes handicapées vit des situations discriminatoires à tous les jours de l'année, année après année. Puis dans certains cas, quand on a eu la grève de transport, pour donner un exemple, là, ben, c'était le retour au confinement de la COVID-19 pour plusieurs personnes parce qu'ils n'étaient plus capables de se déplacer. Alors, je dis juste que la discrimination que les personnes handicapées subissent au quotidien est aussi importante que toute autre cause et elle n'a jamais sa place dans l'espace public. Elle n'a rarement sa place dans les discussions politiques.
Et ça, je ne le dirai jamais assez fort. Ça, il faut que ça change. Puis les syndicats ont un rôle à jouer là-dedans. Chacun individuellement, on a un rôle à jouer là-dedans parce que c'est une réalité de société. Puis le handicap ne disparaîtra pas. La discrimination faite aux personnes handicapées ne disparaîtra pas au même titre que l'itinérance ne disparaîtra pas, que les gens de d'autres ethnies ne disparaîtront pas non plus et auront toujours leur lot de difficultés. Et la même chose pour la communauté des personnes LGBTQ+. Alors c'est une réalité de société. Très content d'avoir l'occasion de nous adresser à vous aujourd'hui. Après, on va avoir, s'il y a des questions, on va être content de vous répondre. Alors, en guise de conclusion, bien, écoutez, merci à votre syndicat d'avoir organisé ça. Et on sera toujours disponible. Je pense qu'il y a nos coordonnées là, dans le document qu'on vous a envoyé. Il y a nos coordonnées. On est toujours rejoignable. On est toujours heureux de parler de ces cas-là parce que souvent, c'est méconnu et si on peut faire une différence, bon, on est un peu là pour ça aussi. Alors voilà. Ben, c'est vrai que nous, on est là aussi pour défendre vos droits, là, que ce soit vos droits de manière générale, de faire respecter la convention collective, mais aussi si vous avez des besoins spécifiques, comme dans ce cas-là, vous êtes une personne handicapée, une personne en situation de handicap, vous avez besoin d'accommodement, c'est le genre de choses qui se parlent. Puis évidemment, nous, on est là pour vous défendre par rapport à ces questions-là. J'en profite pour dire, bon, il y a des personnes, vous avez témoigné un peu de votre réalité personnelle. N'hésitez pas à faire appel à nous. Je vous laisse l'information de courriel pour avoir accès au SPJQ. info@spjq.qc.ca. Si vous avez des questionnements, si vous avez des préoccupations, n'hésitez vraiment pas à nous écrire. Et puis nous autres, dans le fond, après ça va être dispatché là, à l'interne de votre syndicat. J'en profite également pour vous signifier, au SPJQ, on n'a pas, Steven l'a mentionné, là, il y a pas de quota, il n'y a pas vraiment de choses qui sont définies dans les ministères et organismes pour l'embauche des personnes handicapées. C'est une situation où est-ce qu'en ce moment, on réalise qu'on ne sait pas trop combien de nos membres sont handicapés, combien de nos membres sont en situation de handicap. C'est la même réalité, en fait, pour les autres diversités. Puis, on travaille en ce moment sur un sondage qu'on souhaite envoyer à tous les membres pour justement là, aller chercher des informations sur vos réalités, sur vos préoccupations en lien avec la diversité capacitaire, la diversité ethnoculturelle et la diversité LGBTQIA+. Ça s'en vient, ça ne sera pas fait d'ici la fin 2025, on vise 2026. On va vous faire des communications, mais vos témoignages sont vraiment, vraiment, vraiment très importants parce qu'après ça, ça nous permet de cibler dans les différents comités ministériels, dans le fond, où est-ce qu'on rencontre l'employeur, de dire, OK, ça, c'est des enjeux, on veut travailler là-dessus de manière paritaire, etc. Donc, c'est vraiment des informations qui sont inestimables pour nous là, en tant que syndicat. Donc, quand ça va sortir, je vous invite très fortement à y répondre et à prendre le temps de le faire. Ça va sortir là, en 2026. Donc, ça fait pas mal le tour de mon côté. Et puis, je tiens à vous remercier, là, Steven, Linda, d'être venus nous entretenir sur les réalités au travail des personnes handicapées parce que, encore une fois, c'est pas des réalités que tout le monde on connaît nécessairement, là, les personnes qui... C'est vrai qu'on ne pense pas nécessairement. Là, le monde du travail est très fait pour des personnes qui n'ont pas de handicap. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cette nouvelle perspective-là, qui n'est pas si nouvelle que ça, finalement, parce qu'en fait, si on regarde les statistiques, de manière générale, je pense que c'est 20% de la population générale qui est une personne handicapée. Donc, c'est pas rien. C'est quand même une portion non négligeable de la population. Puis, voilà, comment qu'on peut faire pour tous travailler ensemble pour rendre nos milieux de travail accessibles et équitables pour tout le monde. Je pense que c'est vraiment très important. Donc, merci beaucoup. Merci pour l'organisation. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Puis, n'hésitez pas, votre syndicat est là, mais nous aussi, on est là. On travaille en collaboration aussi avec votre syndicat au besoin. Il n'y a pas de souci. Nos coordonnées sont dans la dernière... La dernière slide, oui. Je pense que José Frédéric va la partager avec, avec tout le monde, la présentation. Votre adresse courriel a déjà été partagée, votre site aussi par Mme Bélanger un petit peu plus haut. Parfait. Donc, génial. Je vous souhaite un bon début d'après-midi.
Merci. À Également. très bientôt. À Merci. bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir.